8h19, le petit déjeuner politique ce matin. Sébastien Chenu, député du Nord, porte-parole du Rassemblement national, et de Marine Le Pen. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour monsieur. On va parler de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour, des LR aussi, de ce qui se passe aussi à la frontière de l'Europe, de la Pologne, et puis aussi du Covid. À propos des LR d'ailleurs, est-ce que vous êtes un ancien UMP, pas LR, vous regardez ces débats ou pas? Alors pour être très honnête, non, je n'en ai regardé aucun. Ah bah d'accord. Pour une simple et bonne raison, je les connais tous, je connais chacun des prétendants, c'est que je sais que le dimanche soir du premier tour, à 20h01, que ce soit Xavier Bertrand, Michel Barnier, Valérie Pécresse ou un autre, ils appelleront tous à voter Emmanuel Macron à 20h01. Et d'ailleurs, je le dis à mes camarades, sauf s'ils sont au second tour. Non, je pense qu'ils n'y seront pas, parce qu'ils n'ont aucun projet. Quand j'écoute un peu ce qu'ils racontent, j'ai l'impression d'un clonage du programme de Marine Le Pen. Or, vous connaissez la chanson, on préfère toujours l'original à la copie. Et je pense qu'en réalité, ils n'ont aucune perspective si différenciante que ça d'Emmanuel Macron, et qu'à 20h01, j'en prends le pari, ils appelleront à voter Emmanuel Macron, parce que ce dont ils rêvent, tous, c'est de devenir en réalité les futurs premiers ministres d'Emmanuel Macron. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand. Mais évidemment, tout ça, c'est du flanc. Et d'ailleurs, il faut que les électeurs LR le sachent, il faut qu'ils l'entendent, il faut qu'ils sachent que ces gens-là appelleront à voter Emmanuel Macron le soir du premier tour. Pourtant, ils disent que c'est leur adversaire de façon principal. Automatique. Oui, mais ça, c'est l'éternel discours, vous savez, des Républicains. Ça explique d'ailleurs pourquoi des gens comme moi ou d'autres les ont quittés. C'est qu'il y a le discours, et puis ensuite, il y a la réalité de la vie politique. C'est-à-dire, lorsqu'ils arrivent aux affaires, ils font exactement l'inverse de ce qu'ils vous ont dit pendant la campagne électorale. Et lorsqu'ils n'arrivent pas aux affaires, ils appellent à voter pour celui qu'ils étaient censés combattre. Il y en a un qui s'est distingué lors de ces deux débats, c'est Éric Ciotti. Il est proche de vous, Éric Ciotti, ou pas? Écoutez, moi j'aimerais qu'il se distingue lorsqu'il s'agit, au moment de faire des choix, de les faire justement. Éric Ciotti, au moment des élections régionales, il a appelé à voter Renaud Muselier, qui était associé à La République En Marche. Alors qu'il aurait pu il aurait pu appeler à voter pour Thierry Mariani au moment des élections régionales, qui venait de la même famille politique que lui. Donc ils ne vont jamais jusqu'au bout. C'est probablement d'ailleurs ce manque de courage politique des Républicains qui explique leur défaite et le fait que les Français ne leur donnent que peu de crédibilité. Il voterait plutôt Zemmour que Marine Le Pen, vous avez vu, c'est ce qu'il avait dit. Écoutez, plutôt que Macron, mais je veux dire... tous ces effets de manche... Mais il n'annonce jamais en fait la couleur pour Marine Le Pen. En revanche, pour Zemmour, il le fait. Tous ces effets de manche avant les élections m'amènent à penser que tous appelleront à voter Emmanuel Macron à 20h01. J'en prends le pari. Bon, Sébastien Chenu, revenons au Covid. Si plusieurs pays d'Europe durcissent à nouveau les mesures de restriction face à la menace d'une 5e vague du Covid, en Autriche, on va même jusqu'à donc confiner les non-vaccinés. Est-ce que c'est une décision qui vous paraît brutale et applicable aussi, pourquoi pas en France, où il y a toujours un certain nombre de non-vaccinés? Non seulement cette décision me paraît brutale, elle me paraît totalement discriminatoire et totalement exagérée. Mais surtout, elle n'amène pas de résolution du problème. Ce qu'il faut voir, c'est comment on se sort de cette pandémie, comment on avance. Et je vois qu'en France, on ne prend pas les bonnes directions. La première, c'est l'état des hôpitaux. Je veux dire, 5700 lits fermés pendant l'épidémie, c'est absolument totalement irresponsable. Le fait de ne pas détecter les clusters, c'est-à-dire de ne pas contrôler les eaux usées, nous le demandons depuis désormais des mois, voire des années. Le gouvernement ne veut pas s'y résoudre. Le fait d'aérer toutes les salles, de mettre en place dans les écoles tous les dispositifs qui permettent d'aérer les salles, eh bien, ce n'est pas fait. Et puis, la recherche fondamentale... On ouvre les fenêtres dans les classes. C'est pas ça. Aérer les salles, c'est mettre en place les dispositifs techniques. Et puis, la recherche sur le traitement me semble être prioritaire. Il y a deux traitements, là, vous avez vu. Oui, tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que le gouvernement a choisi à chaque fois des mesures de contrainte vis-à-vis de la population, de limitation des libertés. Et force est de constater que ça ne produit pas les effets escomptés. Donc moi je crois que... Il n'y a pas qu'en France, c'est dans toute l'Europe et même sur la planète. Mais moi je cherche à trouver les solutions qui permettent de cette pandémie. Moi je suis pour la liberté vaccinale, pour la liberté de prescription, pour la détection des clusters, pour des moyens à l'hôpital public. Bref,
tout ce qui n'a pas... Et pour la réintégration d'ailleurs des soignants qui ont été virés des hôpitaux parce que non vaccinés. Et l'obtention du pass sanitaire lié aussi à la vaccination, vous y êtes favorable ou pas? Non, mais moi je souhaite qu'on se débarrasse de ce pass sanitaire totalement déraisonnable par rapport aux libertés individuelles, qui ne prouve rien, qui ne permet finalement rien et qui n'est pas une solution. Donc par conséquent, je pense qu'il faut redonner aux Français de la liberté et il faut de l'autre côté agir et anticiper, que ce soit sur l'état de nos hôpitaux, la recherche pour un traitement ou, je vous l'ai dit, sur des mesures qui permettent de détecter des clusters à venir pour permettre d'anticiper beaucoup plus fondamentalement ces vagues ou ces pandémies. Venons-en, Sébastien Chenu, à ce Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Aujourd'hui, dans l'espoir d'avancer un peu sur la crise des migrants entre la Biélorussie d'un côté puis l'Europe de l'autre, enfin la Pologne, puisque ce sont des dizaines, des centaines, voire quelques milliers de migrants qui sont à la frontière polonaise. Que faire de ces migrants face à cette situation? Votre collègue du Rassemblement national, Julien Houdoul, a dit qu'il ne fallait surtout pas qu'ils rentrent en Europe, quitte d'ailleurs à les laisser mourir dans le froid. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Je l'ai entendu quand même. Ça a été repris. C'est un sujet, il s'est d'ailleurs corrigé, il n'avait pas entendu la question. C'est un sujet qui ne mérite pas de telles polémiques. Moi, j'ai pour habitude de le dire, et on viendra sur le fond après si vous le souhaitez, que évidemment, un homme qui a faim, qui a froid, on le nourrit, on le soigne. C'est le boulot d'ailleurs du Haut-Commissariat aux réfugiés, et l'idée n'est pas de laisser mourir des gens. En revanche, l'idée n'est pas de laisser être déstabilisée l'Union européenne, parce que ce qui se joue derrière, c'est une volonté de déstabilisation de l'Union européenne via une immigration, en utilisant les migrants comme un outil politique. Il y a la volonté qu'ont certains États, dont Erdogan d'ailleurs, de déstabiliser l'Union européenne. Erdogan, Poutine et la Biélorussie, quoi. Non, en tout cas Erdogan pour l'instant. Et la Biélorussie. La Russie est derrière la Biélorussie. Écoutez, de tout ça, nous verrons bien, mais en tous les cas, il n'est pas question de se laisser déstabiliser. Raison pour laquelle je pense que la priorité, c'est de tenir la frontière. Et c'est d'aider la Pologne à tenir la frontière. Pourquoi? Parce que, évidemment, la frontière de la Pologne avec l'extérieur, c'est en réalité la frontière, puisqu'il n'y a plus de frontière intérieure, c'est évidemment notre frontière qui est menacée, notre frontière qui n'existe plus. Parce que si nous lâchons, si nous cédons, c'est demain, évidemment, un appel d'air inconséquent. Si vous étiez aux affaires, qu'est-ce que vous proposeriez? Nous proposerions de soutenir la Pologne à travers, alors ça pourrait être à travers Frontex, qui est bien faible, il faut bien le dire, puisque Frontex n'est pas vu comme une mesure de soutien, mais souvent comme un dispositif d'accueil des migrants, mais de renforcer en tous les cas la police aux frontières, de renforcer la frontière polonaise. C'est la première chose à faire. Si on cède au chantage, vous savez, c'est comme dans la vie, si vous cédez une fois au chantage, vous céderez tout le temps. Or derrière, ce qui se joue, c'est, je le disais, la déstabilisation de l'Union européenne, et c'est aussi une déstabilisation économique, mais c'est aussi la sécurité des Européens. Rappelons évidemment ce que disait François Hollande. Oui, il y a des djihadistes qui s'infiltrent dans les filières migratoires, et moi je n'ai pas envie que nous revivions le Bataclan x100. J'ai pas envie non plus, j'ai pas envie, Patrick Roger, je vous le dis aussi, j'ai pas envie qu'on se réconcilie avec les terroristes, comme le dit la France Insoumise de Raquel Garrido. Est-ce que Éric Zemmour est allé trop loin justement en critiquant samedi François Hollande devant le Bataclan, en expliquant que l'ancien chef de l'État n'avait pas assez protégé les Français? Non, mais que François Hollande, par naïveté, n'est pas protéger les Français, par soumission à l'Union européenne qui est sans arrêt l'accueil sans condition des migrants. On le sait, c'est la logique, c'est la philosophie de François Hollande. Ça, c'est la philosophie de François Hollande. Le reste, ce sont des polémiques. Éric Zemmour est un polémiste. Il fait ce pourquoi il est payé, pourquoi on lui tend un micro. Il fait des polémiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le combat, l'enjeu civilisationnel de la France. C'est garder notre art de vivre à la française. Vous savez, moi, j'étais ce week-end dans ma circonscription, j'inaugurais à Bouchain un salon de la décoration, etc. C'était l'art de vivre à la française. J'ai pas envie qu'on négocie ça. J'ai pas envie qu'on change ça. Et bien ça, c'est notre boulot. Et puis c'est rendre aussi aux Français, non seulement leur pays, mais c'est leur rendre leur argent. C'est ça les combats d'aujourd'hui. Le reste, les polémiques devant le Bataclan, sincèrement, c'est assez déplacé. Qu'est-ce qui se passe dans les rangs du RN? J'ai lu dans un article hier d'un bon journal, pour ne pas le citer, que certains RN placardisaient
disait, serait tenté de partir rejoindre Éric Zemmour. Non mais ça c'est l'intox. C'est de l'intox, ça ? Oui, d'ailleurs, Marine Le Pen sera demain dans les Bouches-du-Rhône de mémoire avec l'un des dirigeants du RN, Stéphane Ravier. Oui. Donc, tout ça c'est de l'intox. La réalité, c'est que c'est pas parce que Éric Zemmour n'est pas réussi à entrer dans le costume du candidat et qu'il n'est pas perçu comme un homme politique capable de diriger le pays qu'il faut ensuite. Alors ça, c'est dans notre balise IFOP fiduciale Sud Radio, justement. Ça marche pas. Bon, ça marche pas. Qu'est-ce qui marche pas ? Je pense que en fait, Éric Zemmour est resté et demeure au stade de polémiste. À chaque fois qu'il annonce une proposition, sincèrement, c'est d'une légèreté incroyable et on ne le voit pas diriger le pays. D'ailleurs, le sondage très intéressant que vous publiez nous démontre que sur tous les critères de compétences, de capacité à protéger les Français, à réformer le pays, à faire autorité, Marine Le Pen est largement, très largement devant Éric Zemmour, qui est juste devant elle sur le fait qu'il inquiète les Français. Je pense que voilà, il y a dans cette candidature d'Éric Zemmour, qui ne fait désormais aucun doute, un manque de crédibilité et un apport égal à 0 sur les solutions pour solutionner les problèmes que rencontrent les Français. Oui, égal à 0. Il est dans du constat, simplement, quoi. Oui, et puis de la polémique. Mais ça rend service juste à quelqu'un. Hein. Ça rend service à celui qu'il ne critique jamais. Ça rend service à Emmanuel Macron. C'est tout. Oui, et ça affaiblit Marine Le Pen quand même. Et vous également. C'est fait pour ça. Rendre service à Emmanuel Macron, c'est fait pour affaiblir Marine Le Pen. Oui, ça dit, dans une enquête justement aussi IFOP fiduciale, on voit que ni l'un ni l'autre, ni Marine Le Pen, ni Éric Zemmour ne pourraient parvenir à rassembler autour d'eux. Écoutez, en tous les cas, aujourd'hui Marine Le Pen est pronostiquée à 45% face à Emmanuel Macron au second tour. La campagne n'a pas commencé. Nous sommes en train de travailler. Je crois qu'on est les mieux placés pour rassembler les Français. Et en plus, nous avons envie de le faire. Nous avons envie de rassembler les Français sur notre proposition politique. Je ne suis pas sûr que ce soit le souhait d'Éric Zemmour. Et Sébastien Chenu, est-ce qu'il pourrait y avoir une candidature unique, comme l'a suggéré Marion Maréchal ? Je crois que ce serait de bonne loi qu'effectivement Éric Zemmour considère que sa candidature non seulement ne prend pas, mais n'a pas la capacité à battre Emmanuel Macron. C'est ça surtout. Éric Zemmour ne battra pas Emmanuel Macron parce qu'il n'ira pas au second tour. Donc à partir de là, venez nous donner un coup de main. C'est ce qu'on a envie de dire. C'est pas la peine de s'obstiner. Il faut, nous ce qu'on veut, c'est battre Emmanuel Macron, pas pour le plaisir de le battre, pour mener une autre politique, pour rendre aux Français leur pays et leur argent. Merci Sébastien Chenu, député du Nord et porte-parole du Rassemblement national, et de Marine Le Pen, qui était l'invité ce matin de Sud Radio.